Nous allons donc redémarrer notre dernier petit atelier sur la transformation de l'agriculture familiale et intégration croissante au marché, présenté donc par Nadège Garambois, qui est maître de conférence ou plutôt chercheur à AgroParisTech et l'IRD Prodigue. Et le discutant est donc Jean-Michel Sourisseau du CIRAD. De quoi? Oui, Prodigue. Oui, beaucoup d'IRD. Jean-Michel Sourisseau, donc du CIRAD, qui sera le discutant. Voilà, il faudrait que nous terminions au moins pour toute la partie langue. À 18h30, nous devons libérer donc tous les interprètes. Les questions en français pourront peut-être continuer un tout petit peu après, mais en tout cas, toute la partie interprétariat s'arrêtera à 18h30. Voilà, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc là, la présentation va en fait se faire à deux voix avec mon collègue Samir El-Ouamari, qui est aussi enseignant-chercheur à AgroParisTech. Et puis, donc les travaux là qu'on va vous présenter, ils doivent beaucoup aux travaux de terrain conduits par tous les étudiants nommés ici et qui sont dans la salle avec nous aujourd'hui pour m'épauler. Donc, qui évidemment pourront participer autant que nécessaire pour répondre aux questions. Donc, nous, on a conduit un travail qui portait en fait sur la compréhension des dynamiques agraires dans plusieurs petites régions, avec pour focale l'idée de comprendre comment ces agricultures s'étaient transformées, en particulier sous l'influence de l'intégration croissante au marché et de la pénétration progressive des intrants de synthèse, pour certaines aussi de la motorisation, et en s'interrogeant du coup sur l'évolution des pratiques agricoles, sur la place de l'agroécologie, en particulier dans les situations actuelles de ces agricultures, et en s'interrogeant sur les effets en termes d'inégalité, peut-être d'accès à ces pratiques agroécologiques, et avec une focale un peu particulière aussi sur tout ce qui est sécurité, souveraineté alimentaire. Ça fait partie des sujets qui intéressaient nos partenaires, hein, et qu'on trouvait, voilà, qui pouvaient être intelligemment connectés à cette question d'intégration aux échanges marchands. Donc, ce sont des travaux en fait qui ont été conduits par notre équipe en collaboration avec les étudiants et en partenariat avec trois groupes qui travaillent, trois associations qui travaillent avec Caritas, donc Caritas Kaolack au Sénégal, la SPTA au Brésil et puis le SIGDA en Bolivie. Donc c'est en fait le choix de ces trois partenaires qui se sont présentés comme intéressés par la thématique qu'on proposait, qui a conditionné derrière le choix non seulement des pays, mais aussi des terrains, hein, parce qu'on a privilégié des terrains sur lesquels eux intervenaient en termes de développement agricole. Donc avec l'idée à la fois de permettre à tout le monde d'avoir une compréhension plus fine de ces contextes agricoles, et puis de toucher du doigt ces enjeux autour de l'agroécologie. Donc les trois terrains, vous les avez là. Le premier au Brésil, c'est au sein du municipe de Rio Azul. Donc là, vous avez une photo d'Invernada, mais il y a deux autres communautés qui font partie de l'étude. Le second, c'est Sucusuma et Torotoro, et en Bolivie, hein, donc pas très loin de Cochabamba. Et puis le troisième, c'est près de Kaolack, dans le sud du bassin arachidier, la région de Ndramé-Escale, voilà, qui est là aussi une région dans laquelle intervient Caritas Kaolack. Donc des situations agraires qui sont assez contrastées, hein, donc pour faire bref, au Brésil, on est dans une région de plateau d'altitude, hein, grosso modo autour de 800-900 mètres, avec un climat entre tropical et tempéré, je dirais. On est un petit peu plus proche de ce qu'on connaîtrait sous nos latitudes, hein, même si les hivers sont quand même moins rigoureux. Bolivie, donc on est dans les Andes, là, sur ce terrain-là, avec
les altitudes seront rappelées après, hein, mais beaucoup plus haut par rapport au terrain brésilien. Et puis, Sénégal, donc c'est un climat avec une saison sèche qui est extrêmement marquée, hein, et grosso modo, une saison des pluies qui dure 4 à 5 mois à peu près, hein, dans la zone. Alors là, très brièvement, hein, on a essayé d'avoir une démarche de recherche qui donne priorité au terrain, hein, qui s'efforce aussi d'inscrire les transformations sur le temps long, en particulier, on va dire, depuis les années 50 et en mettant la focale sur les dynamiques très contemporaines. L'approche, elle se veut systémique et en fait en liant le technique et l'économique, et c'est ce qui conditionne aussi un peu la façon dont on conçoit l'agroécologie, c'est-à-dire pas comme quelque chose de technico-technique, hein, mais qui vraiment s'intègre aussi dans des rapports sociaux. Donc une approche qui est relativement holistique, qui se rapproche voilà, de l'école de pensée, entre guillemets, de l'agroécologie qui est portée par Altieri, et avec l'ambition d'essayer de faire une analyse, alors à la fois intra-terrain, hein, d'une catégorie sociale à l'autre, et puis entre les terrains. Alors, je précise on n'est pas à mi-parcours, mais les résultats sont pas complètement aboutis, hein. Les étudiants sont revenus du terrain il y a peu de temps, les mémoires sont pas encore rendues, donc on est encore en train de travailler, et notamment sur toute la partie, on va dire, plus chiffrée, et en particulier l'économie. Il n'y aura pas de présentation de résultats là-dessus, alors que on attend voilà, d'étoffer l'analyse sur ce plan-là. Alors, il n'empêche qu'il y a quand même matière à résultats. Et donc, j'entame ça tout de suite. Alors, ce qui est marquant autour de ces trois agricultures, hein, dans les années 50, c'est le fait qu'elles sont de polyculture, polyélevage, hein, donc avec une grande diversité de production, et que ce sont des agricultures qui sont déjà intégrées aux échanges marchands, et pour certaines, y compris pas seulement à des fins d'alimentation du marché domestique. Donc, il y a deux terrains, celui de Rio Azul au Brésil et celui de Dramé Escale au Sénégal, qui sont des régions en fait d'occupation agricole relativement récente, hein, ou en tout cas le gros de l'expansion agricole et de l'installation remonte à la fin du 19e siècle. Ce qui fait que dans les années 50, par exemple, à Dramé Escale, toutes les terres sont pas encore occupées, défrichées, valorisées, hein. Donc, ce sont deux cas aussi où il y a déjà des productions commerciales qui occupent une place importante, le maté d'un côté et la production d'arachide de l'autre, et au Sénégal qui est marqué par une présence de la France, hein, puisqu'à l'époque le Sénégal était colonisé. Je laisse la parole à Samir pour la Bolivie. Oui, bonjour à tous. Désolé, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous. Et voilà, pour des raisons de Covid, je dois participer en distanciel. Donc, alors à Toro Toro, alors en schématisant un tout petit peu, on a également une agriculture familiale qui joue également sur les complémentarités entre agriculture et élevage. Et ici, avec la particularité de jouer aussi sur les complémentarités entre étages agroécologiques assez contrastés. Euh, Comme le disait Nadège tout à l'heure, on est donc dans la région des Andes en Bolivie et plus particulièrement ici sur un des versants du Rio Caine, qui est une de ces vallées interandines, avec un dénivelé considérable, 3200 mètres tout en haut et 1900 mètres au niveau du Rio Caine, et donc des modes de mise en valeur agricole assez contrastés. En gros, pour résumer, dans les années 50-60, sur les étages d'altitude, les agriculteurs pratiquent la culture de pommes de terre avec d'autres productions comme le maïs, mais en s'appuyant sur la traction attelée bovine et en associant ces productions-là avec de l'élevage ovin et caprin. Sur l'étage du bas, on retrouve des cultures de climat plus tropical, du fait des températures plus douces, avec du maïs, de l'arachide, qui lui peut être effectivement destiné au marché intérieur, de la patate douce, donc des cultures également en traction attelée et avec un élevage bovin associé, mais également ici l'élevage de caprins. Alors l'étage intermédiaire entre les deux est justement, enfin, je schématise beaucoup, mais peut être utilisé comme un espace de parcours pour tous ces élevages qui se situent plutôt sur l'étage du haut ou du bas. Voilà, alors complémentarité entre les étages du fait que les familles, on va dire nucléaires, pouvaient être installées dans l'un ou l'autre de ces deux principaux étages,
mais qu'à l'échelle des familles élargies ou des communautés, il pouvait y avoir également des échanges. Et donc, la communauté, voilà, contrôlait un territoire qui pouvait comprendre l'ensemble des étages. Voilà, donc ce qui caractérise cette agriculture à l'époque, c'est le fait de ne pas du tout dépendre des intrants de synthèse. Euh, alors, selon les régions, à Rio Azul, il y a déjà de la traction attelée. Au Sénégal, il y a encore, c'est essentiellement en agriculture manuelle. Et donc, en fait, au Brésil comme au Sénégal, le renouvellement de la fertilité à l'époque se fait sur la base de friches qui alternent avec les années de mise en culture. Et c'est cette friche pluriannuelle qui permet d'accumuler la biomasse nécessaire aux restitutions de fertilité dans des régions qui plus est où on bénéficie probablement encore à l'époque de la rente forêt accumulée durant toutes les périodes passées. Donc ça contraste avec la situation en Bolivie, je vais très vite, où là on est déjà donc l'occupation par l'agriculture est beaucoup plus ancienne et où on va dire les transferts de fertilité reposent beaucoup plus sur les articulations entre culture et élevage. Donc, on n'en est pas tout à fait au même stade en termes d'évolution et de transformation agraire. Alors, toutes ces agricultures qui, à l'époque, certes, sont pour certaines connectées au marché, sont avant tout tournées quand même vers l'alimentation ou en bonne partie vers l'alimentation des familles. Et elles vont être bouleversées à partir des années 50 par des transformations profondes, à la fois en termes d'évolution des échanges marchands, d'évolution des techniques, et puis par un accroissement démographique dans l'ensemble de ces campagnes. Alors, si on essaie de dresser un peu des parallèles et puis de faire une petite périodisation de tout ça, je dirais qu'il y a un premier mouvement qui affecte en particulier, enfin qui concerne en particulier le terrain brésilien et le terrain sénégalais, c'est celui d'un accroissement de la production et de la productivité du travail amorcé dès les années 60 et qui maintient, voire renforce la spécialisation initiale. Alors avec à la fois, du fait de l'accroissement démographique, un raccourcissement ou un arrêt de la friche pour essayer de conserver une surface cultivée par ménage qui reste ensemencée, qui reste suffisante. Donc la réduction de cette friche, elle va de pair avec une compensation en termes de restitution de fertilité en se tournant vers des engrais de synthèse. Et en particulier dans le bassin arachidier associé à des semences sélectionnées qui contribuent à accroître les rendements. Et puis, c'est aussi l'occasion d'un premier saut d'équipement. Alors, au Sénégal, avec la diffusion assez large de la traction attelée dès cette époque, et puis au Brésil, pour certains, les tout premiers tracteurs. Alors, ces transformations, au Brésil comme au Sénégal, elles sont très liées aux politiques agricoles de l'époque. Donc au Brésil, plutôt à partir des années 70, mais au Sénégal, dès les années 60, menées par l'État nouvellement indépendant et avec des mesures très volontaristes de soutien pour l'accès à la traction attelée, pour l'accès aux intrants, pour l'accès aux semences. Alors, il n'empêche que ces transformations, à Rio Azul, elles n'empêchent pas une partie d'une frange de la paysannerie, et notamment ceux qui étaient installés sur les plus petites surfaces, de devoir partir en ville parce que les surfaces dont ils disposent deviennent de plus en plus réduites à chaque division successorale. Là où à Andramescal, il y a encore possibilité d'accueillir des agriculteurs et en particulier des salariés, compris venus de pays limitrophes, qui venaient pour les chantiers d'arachide et qui, pour certains, restaient et s'installaient, demeuraient dans la région. Alors, les années 80 et 90 offrent un panorama qui est assez différent. C'est globalement plutôt une phase de récession sur les marchés mondiaux, de crise économique, de crise aussi en termes de prix relatifs, et en particulier avec le début de renchérissement des prix de l'énergie. Donc, ça transforme quand même, l'évolution, le bouleversement de ces rapports de prix joue sur ces économies. C'est des périodes de plan d'ajustement structurel, donc où les États n'ont pas du tout la même latitude en termes d'intervention, notamment au travers des politiques agricoles. Et puis ça acte pour ces deux terrains toujours, Brésil et Sénégal,
une situation en fait de crise de la fertilité, hein. On est dans des régions qu'on pourrait qualifier de frontières agricoles récentes et où en fait le recours aux intrants de synthèse dans le fonctionnement des systèmes agraires de l'époque est devenu indispensable pour espérer assurer des restitutions de fertilité. Donc les tendances globalement restent les mêmes malgré cette situation de crise à la fois économique et puis un petit peu climatique pour la région de Ndramé-Escale, même si c'est pas la partie du bassin arachidier qui a été la plus lourdement touchée par les sécheresses sahéliennes des années 70, 80, 90. Hein. Et donc ça acte d'une part une poursuite de ces transformations, la poursuite de la recherche d'un accroissement de la production et qui se fait au Sénégal quand même dans un contexte de crise de la filière arachide, qui n'empêche pas le maintien d'à peu près la moitié des surfaces cultivées en arachide, parfois en renonçant en partie aux engrais dont on disposait les décennies suivantes, hein, et puis avec la recherche d'autres productions. Donc c'est le cas par exemple du maïs, mais qui peut inégalement être mis en place d'un type de famille à l'autre, hein, parce que c'est une culture qui nécessite quand même de pouvoir acheter les semences, de pouvoir disposer d'un minimum d'engrais. Donc les agriculteurs sinon se tournent vers de la pluriactivité. Hein. Et à Rio Azul, on continue à assister à une spécialisation autour du tabac. La motorisation progresse. Donc l'exode rural aussi, parce qu'il y a une partie de la main-d'œuvre salariée qui ne trouve plus à s'employer. Et ce qui acte aussi, ce qui est un peu marquant à cette période-là, c'est une profonde évolution de la conduite des élevages, hein, qui jusque-là était plutôt menée, on pourrait qualifier en sylvopastoralisme, hein, sur des espaces de saltus boisés dédiés. Et qu'un certain nombre d'agriculteurs souhaitent désormais pouvoir cultiver. Et donc, c'est l'éclatement de ce fonctionnement-là et avec une alimentation des animaux qui va reposer sur une intensification en travail beaucoup plus conséquente parce qu'il faut désormais produire les fourrages et les distribuer pour maintenir ces élevages aussi bien bovins que porcins. Oui, alors pour Toro Toro, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, il s'agit bien dans les années 50, 60 d'une agriculture familiale, mais qui est en grande partie, en fait, l'héritière d'un processus de réforme agraire qui a été entamé dans les années 50. Donc, avant cette réforme agraire à Toro Toro, le territoire était contrôlé principalement par des grands propriétaires d'haciendas, et ce sont les ouvriers agricoles de ces haciendas qui étaient notamment en charge de la récolte des arachides, mais aussi des tenanciers précaires qui cultivaient en faire-valoir indirect les surfaces plutôt situées sur les étages d'altitude, qui vont récupérer les terres de ces haciendas. Alors, soit par des distributions conduites par les autorités, dans le cadre de cette réforme agraire, et notamment ça concerne l'étage du haut, soit aussi en achetant des terres dans des conditions plutôt favorables, mais qui ne vont pas être accessibles à tout le monde. Et ça concerne davantage l'étage du bas, qui était plus propice aussi à la production agricole et mieux intégré aussi aux échanges marchands déjà. Donc, avec cette réforme agraire, donc une nouvelle structure agraire, mais dans le même temps une certaine poursuite des modes de mise en valeur agricole propres aux différents étages altitudinaux et qui existaient déjà à l'époque de l'hacienda. Alors, pour les décennies qui vont suivre, elles vont être notamment marquées par des vagues d'émigration importantes. Elles sont alimentées par un processus de colonisation, enfin colonisation du Piémont amazonien, de la région amazonienne en Bolivie, un processus de colonisation qui lui-même est largement soutenu par les pouvoirs publics. C'est donc une période, on va dire les années 60-70 jusqu'aux années 80, de politique agricole forte, mais de politiques qui en fait sont polarisées en faveur des espaces de colonisation, dont on espère d'ailleurs qu'elles vont permettre d'en faire des régions d'agro-exportation, surtout avec le déclin des recettes de l'activité minière en Bolivie. Et donc, des politiques qui, en revanche, vont laisser de côté ou livrer à eux-mêmes les agriculteurs des Andes. Donc, les départs concernent principalement des jeunes, hein, au changement de génération, qui vont trouver dans ces régions de colonisation et parfois aussi en ville, à Cochabamba, par exemple, des activités qui vont mieux rémunérer leur force de travail, surtout
mieux en tout cas que l'agriculture qui est pratiquée sur l'étage d'altitude. Et il y a donc dès cette époque un recul des surfaces cultivées sur les étages d'altitude. Donc on voit encore quelques exploitations aujourd'hui, mais voilà, ce paysage que vous pouvez voir sur l'image reflète un petit peu l'absence enfin, un dépeuplement, mais qui est déjà entamé dès cette période-là. Alors les années 80-90, en gros, ce processus ne fait que s'accélérer avec également, comme au Sénégal, les plans d'ajustement structurel qui effacent en fait les quelques ressources publiques qui étaient investies dans les Andes, et aussi avec un nouveau développement également dans les zones amazoniennes, qui est le développement de la culture de coca, qui va également attirer de nouvelles migrations saisonnières ou permanentes vers les fronts de colonisation. Alors, si on regarde un peu les 2 dernières décennies, hein, ce qui est marquant sur cette période, ce qui est marquant pour cette période, c'est une reprise importante de la demande sur les marchés mondiaux, hein, et qui entraîne un boom sur un certain nombre de produits agricoles. C'est aussi une urbanisation croissante, hein, alors qui est un phénomène qui est progressif, hein, mais qui va s'accélérant dans les différents terrains où on a pu travailler. Et puis, phénomène parmi les plus récents, c'est le renchérissement, hein. La tendance était bien haussière sur le temps long, mais un renchérissement très fort du prix des intrants de synthèse. Alors, dans ce contexte-là, hein, on assiste quand même à une confortation des cultures commerciales. Donc, à Rio Azul, c'est toujours le tabac, hein, et ça devient même pour certains, on va le voir après, plus que le tabac, hein. On est bien dans un contexte où, globalement, la surface par actif agricole, elle a tendance à diminuer, hein, en particulier en agriculture familiale. Et donc, dans ces systèmes-là, l'idée, c'est d'essayer de maintenir son revenu tout en disposant de moins en moins de terres. Donc, ça conduit à privilégier des productions à plus haute valeur ajoutée. Euh, Par exemple, le tabac au Brésil, et dont la progression a tendance à se faire au détriment des productions vivrières, aussi bien végétales qu'animales. Ce qui marque aussi, c'est l'achèvement de la motorisation, hein. Donc, y compris les plus petites exploitations aujourd'hui sont équipées en motorisation, en particulier pour la culture du tabac, hein. Et puis, ce qui est un petit peu particulier là au terrain brésilien et qui est très lié à l'essor de ces marchés mondiaux, c'est l'arrivée depuis d'autres États au Brésil d'agriculteurs plutôt pour développer des systèmes patronaux, hein, et qui se lancent dans la culture du soja, hein, face à la demande mondiale. Euh, donc émergence d'un nouveau type d'exploitation dans le paysage. Alors, ce qui est marquant au Sénégal, hein, c'est qu'il y a une grande continuité depuis les années 60, c'est qu'à peu près toutes les exploitations, la majorité d'entre elles, continuent à cultiver la moitié de leur surface en arachide. Alors, à la fois pour pouvoir vendre la graine, mais aussi pour pouvoir disposer des fans d'arachide pour nourrir les petits et les gros ruminants. Le bouleversement, hein, qu'a connu la filière arachide au Sénégal, connaît de nouvelles mutations avec l'arrivée des Chinois, d'investisseurs chinois qui prennent en main la trituration qui jusque-là était assurée plutôt d'abord par l'État et puis ensuite quand même par des entreprises sénégalaises. Donc il y a une substitution qui s'opère au moins dans les débouchés des transformateurs. Et puis c'est la poursuite du développement du maïs qui vient plutôt remplacer la production de mil, hein, et peut entamer la production d'arachide, et qui en fait présente l'avantage, moyennant l'accès à des intrants de synthèse, d'offrir un rendement par hectare qui est sensiblement supérieur à celui du mil, et qui fait que cette céréale s'intègre de façon croissante à la fois dans l'alimentation des familles, mais aussi dans la vente pour ceux qui arrivent à dégager des surplus. Oui, alors par rapport à ces deux terrains, sénégalais et brésilien, intégration également au marché national à Toro Toro. Alors aussi bien pour l'arachide, qui était un peu la culture commerciale par le passé, que depuis la fin des années 90, début des années 2000, la production de citron.
une production enfin, un nouveau débouché qui a résulté à la fois d'une demande croissante pour ce produit, mais aussi du désenclavement de la région, qui est mieux relié actuellement aussi à Cochabamba, qui est un grand marché de consommation, et comparativement également à l'arachide, une culture qui permet d'avoir une main-d'œuvre un peu mieux étalée sur l'année et des entrées également de revenus, de trésorerie étalées dans l'année, parce que c'est des plantations pérennes qui produisent à peu près toute l'année, avec quelques évolutions dans l'année, mais on peut relativement voilà, produire des citrons toute l'année. Alors, recul toujours de l'agriculture par contre dans les étages d'altitude, mais voilà, cette agriculture de l'étage du bas va fortement se spécialiser dans cette production de citrons, avec l'avantage donc que je signalais là à l'instant, d'avoir voilà, une culture qui permet d'avoir un revenu un peu lissé sur l'année, et avec des bouleversements néanmoins dans les pratiques, une intensification progressive de l'agriculture en intrants de synthèse, pardon, notamment de produits phytosanitaires, avec voilà, la quasi-monoculture dans certaines communautés de cette production de citron. Alors, l'abandon progressif de l'élevage bovin, en lien avec une moindre utilisation de la traction attelée dans des cultures pérennes, mais aussi avec l'arrivée des tracteurs, mais également abandon des élevages de petits ruminants, caprins, ovins, qui sont considérés nuisibles à la culture des citronniers et qui donc vont, y compris, donner lieu à des réglementations collectives à l'échelle de communautés pour mettre des amendes très élevées aux éleveurs voilà, qui laisseraient divaguer les animaux sur les parcelles de citronniers. Ça va dissuader énormément ceux qui étaient éleveurs jusque-là de poursuivre ces élevages. Et ensuite, autre conséquence majeure, une dépendance croissante vis-à-vis de l'irrigation. Les cultures jusque-là annuelles, donc maïs, arachide, patates douces, pouvaient aussi être irriguées avec une irrigation d'appoint, mais elles étaient quand même calées sur la saison des pluies, alors que là, bon, pour produire le citron toute l'année, ce qui peut être un avantage en termes de revenus, il va falloir quand même irriguer aussi toute l'année. Et là, bon, des tensions vont apparaître, une pression sur la ressource qui va aussi contribuer au processus plus généraux de différenciation des exploitations agricoles. Alors, ce qu'on retrouve sur ces différents terrains, hein, c'est aussi des enjeux fonciers qui sont particulièrement prégnants depuis une vingtaine d'années et marqués notamment par l'essor du faire-valoir indirect. Alors, par exemple, au Brésil, hein, c'est assez marquant de voir que les gens qui ont quitté la région dans les années 80-90 parce que sinon ils risquaient soit ils avaient des opportunités d'emploi plus intéressantes en général quand ils avaient pu avoir des formations ad hoc, soit ils quittaient la région de façon un peu subie, vendaient leurs terres en partant, hein. Aujourd'hui, ceux qui quittent le secteur agricole ont tendance plutôt à mettre leurs terres en faire-valoir indirect, hein, donc à les mettre en location, parce que la rente foncière a considérablement progressé par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Alors, ça peut ouvrir aussi sur des concurrences, hein, c'est-à-dire que l'arrivée dans la région d'agriculteurs avec des niveaux de capitaux bien supérieurs, hein, donc des gens en général qui sont issus de familles qui disposent de surfaces importantes, que ce soit à Santa Catarina, au Rio Grande do Sul, donc des États voisins, notamment où la production du soja a avancé rapidement, crée des effets de concurrence vis-à-vis de l'agriculture familiale installée sur des petites ou moyennes exploitations dans la région. Alors au Sénégal, les choses sont un peu différentes. Dans la mesure où parfois des moyennes, voire grandes exploitations, alors c'est relatif par rapport, vous allez le voir tout de suite, hein, par rapport à ce qui existe au Brésil, peuvent manquer de capital pour mettre toutes leurs terres en valeur et du coup cèdent en location des terres, ce qui fait qu'en fait l'ensemble des terres sont cultivées et qui est à la fois une façon d'occuper au mieux l'espace, en tout cas en termes de création de richesse à l'échelle du système agraire dans son ensemble, et qui, d'une certaine manière, contribue peut-être aussi à réduire les inégalités entre catégories sociales. On va le voir après. Alors, ces inégalités sociales, justement, vous allez voir que selon les terrains, elles sont assez variables. Elles sont aussi pour partie héritées de l'histoire. Alors,
Au Brésil, je dirais que ces inégalités foncières, elles se traduisent aussi en termes de spécialisation. On aurait deux extrêmes entre les micro-exploitations qui sont centrées très majoritairement sur la culture du tabac, et voire parfois ne cultivent que du tabac pour les plus petites d'entre elles. Donc, vous avez des pépinières sur la photo en bas à gauche. Euh, alors, on n'a pas encore les résultats économiques, mais l'hypothèse, c'est que c'est quand même ce qui permet de dégager les niveaux de valeur ajoutée par hectare les plus élevés et que c'est la condition du maintien quand on doit composer avec des surfaces extrêmement réduites, même si c'est une culture qui est gourmande en intrants et qui nécessite quand même un minimum de trésorerie. Alors à l'autre extrême, on va trouver les grandes exploitations que j'évoquais tout à l'heure, qui pour la plupart sont centrées sur la production de grains, mais qui peut aussi être couplée avec de l'élevage bovin et pour les plus petites, élevage bovin laitier plutôt qu'élevage bovin viande. Et où là, la spécialisation, elle se fait surtout autour du soja et du maïs. Mais les années où les prix du soja sont élevés, on peut faire soja sur soja. Et puis entre les deux, et qui occupe encore une place importante, mais qui dispose de surfaces quand même plus importantes que les micro-exploitations spécialisées en tabac, on rencontre une agriculture de polyculture, polyélevage qui aujourd'hui est motorisée, mais qui combine à peu près tout. Alors, je me rapproche pour vous montrer parce que la photo est petite, mais vous avez à la fois les pépinières de tabac et il me semble le four à tabac qui est juste derrière. Il y a l'habitation, mais il y a aussi la case pour les cochons, permise grâce aux cultures de maïs qui servent à la fois à alimenter la famille, mais aussi à élever des porcs. Et puis ici devant, vous avez une technique de conservation des fourrages qui s'est développée, à savoir l'ensilage, et qui permet d'alimenter les bovins, en particulier au moment où toutes les terres sont occupées par les cultures. Donc, c'est-à-dire plutôt en saison des pluies, ce qui serait chez nous le printemps ou l'été. En hiver, on ne cultive pas, donc les surfaces sont importantes, libérées, et les animaux peuvent être conduits au pâturage. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on rencontre chez nous entre printemps-été, automne-hiver. Donc cette agriculture de polyculture, polyélevage, qui autoconsomme quand même encore une part non négligeable d'une production qui est diversifiée, elle existe toujours dans la région, voire même elle est encore prédominante. Mais des catégories sociales très contrastées et en gros des écarts d'accès au foncier de 1 à 100. Voilà. Oui, alors du coup, oui, effectivement, les écarts sont moins marqués à Toro Toro, mais voilà, il n'en demeure pas moins qu'il y a dans l'histoire déjà un certain nombre de facteurs de différenciation et qui conduisent à un certain nombre de types d'exploitation dans l'ensemble spécialisé dans la production de citron, mais à des degrés variables. Alors, parmi les facteurs de différenciation, il y a déjà les différences de départ lors de l'achat de bouts d'hacienda au moment de la réforme agraire. La pluriactivité qui a pu résulter de ces tentatives de migration saisonnière ou permanente plus ou moins fructueuses et dont peut résulter une capacité de réinvestissement dans l'agriculture localement qui peut être variable. Et ensuite, l'accès à l'irrigation aussi, avec des écarts entre communautés qui peuvent avoir des ressources en eau plus ou moins importantes, et aussi au sein de chaque communauté de la place occupée par l'exploitant au sein du réseau hydraulique collectif. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être en amont du réseau et qui vont avoir accès de manière plus favorable à l'irrigation, alors que d'autres vont être plus loin, avec un accès plus précaire à des débits vraiment très réduits, voire parfois y compris certains qui sont exclus et qui doivent se débrouiller pour faire des captages individuels. Donc là aussi, à condition d'avoir les moyens pour y investir. Alors, trois grandes catégories. J'ai ajouté également les petites exploitations situées en altitude qui persistent pour certaines, mais avec parfois des espaces qui sont à peu près désertés. Donc, en citron, des grandes exploitations, donc ça peut faire entre 3 et 6 hectares, 400 citronniers, donc une spécialisation forte dans cette culture, même si elle peut être combinée parfois à d'autres arbres fruitiers, et un accès à l'eau qui est plutôt favorable avec un tour d'eau long. Des moyennes exploitations qui vont combiner la culture des citronniers, mais aussi avec des cultures vivrières autoconsommées. Donc, on garde une parcelle soit en traction attelée, soit parfois en faisant recours à un tracteur loué
pour mettre en place, par exemple, un demi-hectare de culture vivrière de type maïs et arachide autoconsommé. Ici, le tour d'eau va être limité, ce qui fait aussi que voilà qu'on partage l'assolement davantage avec des cultures qui vont peut-être avoir moins besoin d'eau lorsque l'eau d'irrigation est moins abondante en saison sèche. Et enfin, des petites exploitations avec encore moins de citronniers et souvent avec un verger un peu plus diversifié, des cultures vivrières autoconsommées, parfois avec au sein même du verger citronnier bon, diversifié, des trous vivriers au milieu où on va pratiquer aussi des cultures de type patate douce, manioc aussi pour compléter le revenu et notamment avec des productions qui sont destinées à l'autoconsommation. Et ici, encore une fois, le tour d'eau très très limité, beaucoup plus limité en tout cas que les grandes exploitations. Alors vous avez quelques images en bas, donc voilà une parcelle bien en ligne de citronniers assez récente. Derrière, une parcelle qui persiste encore de maïs. Hein. Ça, c'est souvent en fonction de la capacité d'accéder à l'eau d'irrigation aussi pour, euh, pour cultiver ces espaces. À droite, tout à droite, un de ces trous, justement, vivriers que l'on peut retrouver au milieu des citronniers, avec quelques lignes de patates douces et du bananier également. Et enfin, bon, une image qui permet de visualiser un tout petit peu le système d'irrigation avec des réservoirs en fait qui permettent pas vraiment de stocker l'eau pour la saison, mais plutôt d'assouplir un peu les tours d'eau et d'avoir un débit à peu près constant pendant les heures où l'on peut irriguer. Mais le fait, voilà, d'être plus proche de ces réservoirs va être aussi déterminant dans la qualité de l'accès à l'eau dans un accès à l'eau plus ou moins sécurisé qui se répercute aussi sur la possibilité de développer cette culture de citron très rémunératrice par hectare. Alors au Sénégal, ce qui prédomine encore dans le paysage, hein, c'est ce que vous avez sur la photo du milieu, c'est-à-dire l'arachide d'une part et le mil d'autre part, mais avec une progression continue du maïs dans la limite de la capacité en termes de trésorerie des producteurs. Hein. Et puis une poursuite aussi de l'essor du maraîchage. C'est ce que vous voyez sur la photo en bas à gauche, qui est aussi lié à la localisation des exploitations. Hein. Donc là, c'est plutôt dans des espaces de bas-fond et où il y a un accès facilité à l'eau de la nappe profonde. Alors, la différenciation sociale, elle paraît comme ça assez marquée. Hein. Elle oppose d'une part des toutes petites exploitations, hein, moins de 2 hectares, qui en fait n'arrivent pas à dégager un revenu suffisant juste de l'agriculture, sachant que tout le monde est pluriactif, mais y compris pendant le cycle de culture, les terres disponibles ne suffisent pas et c'est des gens qui s'emploient en parallèle comme vachers. Donc des petites exploitations voilà, qui combinent à la fois culture vivrière et puis culture pour la vente et avec des tentatives autour de l'intensification en capital puisque les surfaces sont très limitantes, hein, qui là aussi dépendent de l'accès qu'elles peuvent avoir au capital et on va dire de façon croissante. Et si on a un peu, c'est l'arachide, si on a un peu plus, c'est le maïs. Si on a davantage encore et a fortiori, si on est près des étages agroécologiques qui le permettent, ce sera le maraîchage. Et puis des exploitations de plus grande taille, mais qui correspondent aussi à des familles élargies. C'est-à-dire que derrière les 10 ou 20 hectares, c'est pas juste un foyer nucléaire, hein, comme sur les autres exploitations, c'est souvent plusieurs foyers. Donc, ce qui ramène la surface par actif dans des proportions qui sont pas différentes hein, de celles des petites exploitations. Et ce sont des exploitations qui ont conservé des gros bovins pour l'élevage hein, et pas que pour la traction. Et qui sont en mesure de dégager des surplus suffisants pour vendre du maïs, hein, qui ont la trésorerie suffisante pour produire davantage de maïs. Donc, de façon un peu transversale, hein, des agricultures qui sont quand même très connectées aux échanges marchands, mais de façon variable. Hein. Il y a un peu un gradient on va dire, entre le Brésil, le Sénégal et la Bolivie. Et en Bolivie, c'est un mouvement beaucoup plus récent autour du citronnier et qui pose, et puis quand même une diffusion assez importante hein, des intrants de synthèse. C'est en général à peu près moitié-moitié entre fumure organique
et fumure minérale, par exemple, ici au Sénégal, et c'est au moins aussi important, si ce n'est plus, au Brésil. Donc, c'est quand même des agricultures qui dépendent de façon non négligeable des engrais de synthèse d'une part, et puis des produits phytosanitaires à la fois pour la gestion des adventices. Ça, c'est plus particulièrement le cas au Brésil, et puis pour la gestion des pathogènes, des ravageurs. On va y revenir tout de suite après. Donc, ça pose la question dans ce contexte, des pratiques agroécologiques et puis de leur accessibilité en fonction des catégories sociales. Alors, ce qu'on observe au Brésil, c'est un exemple qui est assez emblématique, c'est le fait qu'il y a eu une diffusion sous l'influence de la recherche agronomique brésilienne, des intercultures. On est dans un climat où voilà, les cycles culturaux sont globalement centrés sur printemps, été, une partie de l'automne, et puis en hiver, on s'efforce de couvrir les sols, à la fois à des fins de limitation de l'érosion, mais aussi, dans la mesure du possible, pour limiter la lixiviation des éléments minéraux en essayant d'employer des espèces qui sont captatrices, et notamment les crucifères pour l'azote. Et en fait, la nature de ces couverts, elle est à la fois très révélatrice de l'usage que les agriculteurs vont en faire, parce qu'une partie les utilise plutôt comme des dérobés qui vont être utilisés comme fourrage pour les animaux, et puis d'autres, au contraire, jouent la stricte carte agronomique, mais en général, c'est plutôt des producteurs qui sont spécialisés sur les grandes cultures. Et un chiffre qui est assez marquant, c'est qu'en gros, le ensemencé en couvert le plus sophistiqué, voilà, mais aussi jugé le plus vertueux du point de vue agronomique, c'est par alquilaire, donc c'est un peu plus de 2 hectares, c'est l'équivalent d'un mois du salaire minimum au Brésil. Donc c'est voilà, c'est un chiffre à avoir en tête en termes d'accessibilité à ce type de technique-là, et les agriculteurs les moins fortunés, ils ont tendance à se satisfaire des couverts les plus basiques et qui sont plutôt les moins chers. Alors, ce qui est vraiment caractéristique aussi à Rio Azul, c'est la progression très forte du tabac et le fait que les catégories sociales les plus pauvres sont totalement dépendantes de cette culture-là aujourd'hui, qui est une culture qui est extrêmement gourmande en produits phytosanitaires. C'est 8-10 applications juste sur le cycle cultural, sans compter ce qui se passe sur la pépinière avant, et y compris avec des conditions d'application qui posent problème en termes de santé pour les agriculteurs. Et en même temps, là aussi, on attend d'avancer dans les calculs, mais c'est vraiment la culture la plus rémunératrice par unité de surface, et c'est ce qui explique qu'elle soit adoptée quand on est très limité. Et c'est assez intéressant de voir ce qui se passe au fur et à mesure qu'on augmente un petit peu la surface par actif, parce qu'on a tous les gradients dans cette agriculture familiale. Et donc, la première étape, c'est de rajouter un peu de maïs déjà pour la famille, et puis éventuellement pour élever quelques cochons. Ensuite, c'est dès qu'on a un petit peu plus de surface, on peut commencer à avoir des prairies semées pour avoir des bovins. Enfin voilà, on avance progressivement jusqu'à atteindre une surface un peu seuil qui permette d'avoir un degré de spécialisation autour du tabac beaucoup moins poussé et de maintenir une agriculture de polyculture, polyélevage. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une question sur laquelle travaille beaucoup à SPTA, de ce qu'on a pu observer, c'est-à-dire comment essayer d'infléchir cette spécialisation autour du tabac, qui est aussi une fragilité, c'est-à-dire que s'il y a des variations de prix, si l'évolution des prix entre tabac et intrants est défavorable, voilà, les producteurs ont quand même peu de marge de manœuvre. Et puis, en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, ça pose quand même question. Et donc, il y a un certain nombre de propositions, de mesures, de dispositifs qui ont été mis en place par ASPTA. Donc, c'est à la fois de faciliter le stockage de fourrage à distribuer à des moments clés de l'année au travers d'une ensileuse. C'est de favoriser aussi la consommation directe des produits, des grains qui sont produits sur les exploitations en remettant en fonctionnement un moulin quasi à domicile, au cœur de la communauté, donc ce qui facilite derrière l'utilisation domestique de ces produits. C'est le fait d'essayer de trouver des alternatives en termes de production à plus haute valeur ajoutée.
par exemple autour du maraîchage ou de l'arboriculture. Et je pense qu'un élément important à garder en tête, c'est que pour que tout ça se développe, en particulier les productions à haute valeur ajoutée, il faut parvenir à dégager des niveaux de revenus par hectare qui sont à peu près équivalents à ceux du tabac. Voilà. Sinon, le fait de basculer sera quand même compliqué parce que ça risque de se traduire par une baisse de revenus. Et ça renvoie évidemment du coup à un enjeu qui est clé, qui la relève peut-être plus ou moins pour le moment du plaidoyer que d'intervention directe. C'est toute la question de l'accès à la terre et du contrôle des structures, on n'est pas dans les régions les plus inégalitaires en la matière au Brésil, mais il n'empêche que voilà, l'accès extrêmement limitant au foncier pour certains foyers, notamment les foyers les plus jeunes, forme une sorte de verrou pour espérer développer une agriculture qui soit un peu plus agroécologique et plus sécurisante aussi pour eux. Alors, à Andramé-Escale, la question se pose un petit peu différemment. Alors, un élément clé, c'est la question du renouvellement de la fertilité des sols, avec une progression de l'utilisation de la fumure organique depuis une dizaine d'années et qui est très directement liée au renchérissement du prix des intrants de synthèse. Donc, en fait, ces déjections animales qui jusque-là étaient disponibles voilà, pas utilisées directement sur les parcelles le sont. Alors au prix d'une quantité de travail quand même importante, parce que c'est énormément de matière organique qu'il faut déplacer pour pouvoir les pendre sur les parcelles. Mais c'est aussi l'occasion de rapporter pas seulement des éléments minéraux et aussi du carbone. Et donc derrière ça, c'est vrai que le ressenti du terrain que livrent les étudiants à partir des entretiens conduits avec les agriculteurs, c'est qu'il y a quand même une supériorité assez nette de l'utilisation de la fumure organique par rapport à la fumure minérale. Voilà. Alors, il n'empêche que l'accès à cette fumure organique, il est aussi limitant, parce qu'il est directement lié à la quantité de fourrage dont on peut disposer et à la capitalisation dans des animaux qui sont capables de transformer ces fourrages pour produire des déjections animales épandues sous forme de poudrette. Donc, ça invite peut-être à une réflexion un peu plus poussée, pas seulement sur l'intérêt et les bienfaits de l'utilisation de cette fumure organique, qui est quelque chose qui est porté par Caritas Kaolack à très juste titre, mais peut-être un peu plus en amont sur les conditions à réunir pour accroître la disponibilité de cette fumure organique, pour que ça passe pas par des transferts ou des tentatives d'achat, mais essayer d'accroître cette fumure organique de la façon la plus autonome possible. Et puis quelque chose qui est marquant sur ce terrain au regard, alors là c'est en comparant déjà un petit peu avec des régions voisines dans la zone et puis encore plus avec d'autres parties du bassin arachidier, c'est la très faible place du parc arboré qui pourtant dans d'autres... la technique nous lâche qui pourtant dans d'autres parties du bassin arachidier joue un rôle absolument clé dans les transferts d'éléments fertilisants, c'est-à-dire on utilise l'arbre pour effectuer des transferts verticaux, d'une part, aller puiser dans les horizons plus profonds du sol, et puis toute la chute des feuilles sur le sol vient alimenter, renforcer le taux d'humus et puis renforcer assurer un renouvellement de la fertilité. Et en fait, ça, c'est un levier qui est très, très peu présent pour le moment. Alors, qui est peut-être lié au fait que il y a eu une exploitation du bois dans la région pendant longtemps, et que c'était une source de revenus pour les agriculteurs que de vendre des arbres, mais qui là aussi pourrait représenter un levier en termes d'accroissement des restitutions de fertilité. Et puis un autre thème qui est important, euh, donc là qui concerne plutôt des nouvelles productions et à très haute valeur ajoutée, c'est l'essor du maraîchage. Donc c'est aussi un sujet sur lequel travaille beaucoup Caritas Kaolack, en essayant de veiller à
à promouvoir des rotations, des alternances de cultures qui évitent d'avoir une pression parasitaire trop importante, qui est déjà forte, qui est déjà installée sur les espaces maraîchers. Et donc, c'est vrai qu'il y a, pour le moment, il y a, il y a peu d'expérimentations conduites, à l'exception de ce qui peut être fait sur un petit périmètre maraîcher qui est conduit par Caritas Kaolac. Donc il y a un enjeu important aussi ici, et y compris derrière à des fins de sécurité sanitaire quand on consomme ensuite les légumes. Oui, alors pour terminer sur Toro Toro, donc sur la question du renouvellement de la fertilité des parcelles, bon, Marianne aussi pourra éventuellement compléter, mais elle repose essentiellement, y compris pour cette culture de citronnier, sur plutôt une utilisation d'une fumure organique. Sauf que, voilà, je disais tout à l'heure, il y a une déconnexion assez importante depuis le développement de ces citronniers entre agriculture et élevage et abandon progressif de l'élevage en lien avec la méfiance des producteurs de citron vis-à-vis des éleveurs qui endommageaient les plantations. Donc, il y a quasiment plus d'élevage notamment d'élevage caprin, dans ces régions dans cet étage bas où on produit des citrons. Et il n'en demeure pas moins que l'essentiel de la fumure reste organique, mais cette fois-ci remplacée par une matière organique qui en fait est transportée sur de très longues distances. Alors peut-être que Marianne aussi pourra apporter des éléments plus précis si elle a pu creuser cette question pendant les derniers jours de terrain, mais ça vient au moins de Cochabamba dans des grands camions, donc du guano qu'on appelle localement, de la fumure organique, et donc se pose à la fois la question voilà, du coût du transport associé à cette matière organique, de son accessibilité, parce que ce n'est plus une ressource avec un coût d'opportunité nul qui serait voilà, une intraconsommation au sein de l'exploitation. Et par ailleurs, le coût d'opportunité y compris dans la région d'origine, c'est-à-dire que forcément c'est un transfert qui quelque part est fait au détriment d'un autre transfert dans la région où se trouvent les élevages qui permettent de produire cette matière organique. Alors, ça pour ce qui est du renouvellement de la fertilité. Donc, voilà, la problématique principale de toute façon est posée par la déconnexion avec l'élevage, qui ne concerne pas par contre la partie haute, mais qui elle est voilà en grande partie désertée. Concernant l'utilisation de l'eau, il y a des tensions, notamment du fait de l'utilisation de l'eau pendant les périodes un peu d'étiage des cours d'eau qui alimentent les réseaux hydrauliques. Et donc, il y a toute une réflexion sur comment améliorer l'efficience dans l'utilisation de l'eau. Alors, il y a beaucoup de projets de petits réservoirs, mais qui sont surtout orientés à améliorer la souplesse du tour d'irrigation, stocker la nuit pour irriguer pendant la journée, mais pas forcément pour avoir des stocks qui permettent ensuite de répartir l'eau pendant les périodes où il y en a un petit peu moins. Il y a en revanche la possibilité de se rabattre sur des cultures qui sont plus saisonnières et qui peuvent être mieux calées au calendrier des pluies, aux saisons des pluies. Donc, il y a toutes les cultures vivrières qui étaient déjà pratiquées avant l'arrivée des citronniers, mais aussi d'autres fruitiers qui sont un peu moins productifs pendant toute l'année, qui sont avec une saisonnalité un peu plus marquée, notamment la goyave. Donc, il y a aussi voilà un choix à faire, sauf que voilà pour le moment préside quand même le grand avantage de ces citrons qui ont un débouché très intéressant, des prix très intéressants sur le marché et qui en plus permet d'avoir un revenu étalé tout au long de l'année avec des récoltes toutes les 3 semaines, etc. Alors pour terminer sur la biodiversité, alors bon plutôt biodiversité agricole ici. Le développement des citronniers et notamment de ceux qui commencent à planter, disons aujourd'hui ou depuis quelques années, alors que le mouvement a démarré il y a 15 ou 20 ans, connaissent des problèmes de pression parasitaire très importantes. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est un emploi voilà, accru des produits phytosanitaires avec du préventif, enfin avec du curatif, mais également de plus en plus du préventif aussi. Et donc, face à ça, voilà, est-ce que la biodiversité ou le fait de jouer sur la biodiversité agricole pourrait jouer un rôle? On a vu que c'est des choix aussi effectués peut-être par des producteurs qui ont moins de surface et qui, voilà, essayent de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier en produisant des cultures vivrières, mais aussi d'autres, en diversifiant leurs vergers.
Notamment, il y a la goyave, d'autres agrumes, la papaye aussi qui peut rentrer en jeu. Et à ce titre-là, le gros blocage est le débouché. Donc, d'ailleurs, parmi un peu les initiatives de Silka dans la région, c'est de mieux valoriser les fruits, non seulement le citronnier, mais d'autres fruits qui peut-être permettraient d'améliorer cette biodiversité agricole et de diversifier aussi les sources de revenus agricoles. Voilà, et puis dernier élément, hein, alors qui fait aussi partie des choses qu'on espère approfondir dans les semaines à venir, c'est le rôle des politiques publiques, hein. Donc, sans épuiser du tout le sujet, l'exemple brésilien, il est intéressant dans la mesure où le Brésil s'est doté d'une politique fédérale en matière d'environnement autour du code forestier, hein, donc qui est ancien, hein, qui remonte aux années 30, qui a été réformé en 65 et dont bon, une application plus stricte avec nouvelles réformes voit le jour depuis début des années 2010, hein, 2012 il me semble, avec avant ça dire un tour de vis sur tout ce qui était crimes environnementaux et donc notamment le fait de préserver un certain nombre d'espèces natives, dont la rocaria que vous avez en photo ici à gauche, et qui explique que depuis une grosse vingtaine d'années, dans la région d'études, on ne touche plus aux araucarias. Alors, il n'empêche qu'on peut quand même cultiver dessous. Et donc, ce que vous avez dessous, c'est un couvert, en attendant un soja OGM, un couvert d'avoine sur lequel il y a eu un passage de glyphosate. Ce qui fait qu'y compris dans ce parc d'araucaria, hein, qui est encore en présence, il y a quand même régulièrement un certain nombre d'entre eux qui sont grillés, hein, du fait des itinéraires techniques en dessous. Alors, ça, c'est sur la préservation des arbres, mais ce code forestier, hein, voilà, qui a pour viser au départ de limiter la progression de l'agriculture sur des biomes naturels au Brésil, que ce soit l'Amazonie, le Cerrado ou le Pantanal aussi, et avec des règles strictes, hein, tout particulièrement en Amazonie, mais qui imposent en fait aux exploitations, et notamment les plus grandes, de conserver un pourcentage de leurs terres sous forme de réserve légale, c'est-à-dire à laquelle on ne touche plus, hein. Ils trouvent peut-être ici un petit peu ses limites, c'est-à-dire que les grandes exploitations, elles ont déjà en place des réserves foncières qu'elles pourront maintenir en bois, qui en général d'ailleurs sont sur des espaces qui sont plus difficilement motomécanisables. Donc pour elles, il n'y a pas de difficulté autour de ça. La même règle, hein, de mise en défend de 20% des surfaces pour des petites ou moyennes exploitations, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Alors il y a tout un mouvement là depuis 10-15 ans de réinvestissement de ces espaces boisés. Alors pour certains, c'est de plus longue date pour planter des eucalyptus, mais qui est la ressource d'énergie indispensable pour les fours à tabac, hein. Donc s'il faut mettre ça en défense pour laisser éventuellement se remettre en place des forêts un peu plus diversifiées, ça veut dire qu'il faudra trouver d'autres sources d'énergie. Mais y compris sur ces espaces qui sont restés voilà, avec un boisement beaucoup plus diversifié, les agriculteurs qui en disposent, hein, les réinvestissent pour réinstaller des pieds de maté et qui offrent là aussi un revenu complémentaire qui se cale assez bien en termes de calendrier de travail, hein, et donc il y a une piste intéressante. Donc en fait, ça renvoie aussi à la conception des liens entre agriculture et environnement, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on segmente en préservant d'un côté, quitte à surexploiter de l'autre, ou est-ce qu'on joue une carte un peu plus intégrative? Et c'est peut-être celle-là qui intéresse plus la petite et moyenne agriculture familiale, hein, avec une utilisation de ces espaces boisés, que ce soit voilà, pour réinstaller ponctuellement un peu d'arbres à maté ou pour pratiquer du sylvopastoralisme, en particulier aux saisons où les fourrages font défaut, qui en fait affectent globalement peu l'environnement et qui pour autant peuvent être des éléments clés en termes de fonctionnement et de sécurisation de ces unités de production. Voilà, donc on sera aussi assez attentif à ce qui peut être proposé au travers de l'agroécologie, par exemple au Sénégal, où il y a des collectifs qui se montent, hein, et qui peuvent avoir un pouvoir en termes de plaidoyer politique. Voilà, espérant qu'on n'a pas été trop long.
Alors, entendez, on va faire comme on a fait la dernière fois. Mais en plus, bon, moi, je suis pas agronome. Je découvre les études là en même temps que vous. Je ne suis jamais allé en Bolivie ni au Brésil. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord on échange avec la salle. Je pense que parce qu'il y a suffisamment de choses et puis je m'échappe pas quand même, hein. Je prendrai 5 minutes à la fin ou un peu de temps à la fin pour dire ce que j'aurais moi à dire puisque j'ai le privilège de pouvoir le faire. Voilà. Mais je crois que c'est mieux de faire un tour de parole. Je pense que ça soulève beaucoup de questions et je pense que Merci, Evelyne Meslier, donc de Prodigue et de l'IRD. Donc ma question, ça porte sur en fait ce que vous avez pu voir éventuellement des dynamiques de changement qui peuvent être impulsées par des moments de crise, parce que je pense que vous avez dû faire votre terrain. Enfin, je parle pour donc les différentes personnes qui ont étudié ces terrains. Vous avez dû faire ces terrains plus ou moins au moment de la crise du Covid, puis au moment de des problèmes d'importation d'intrants de synthèse en provenance de l'Ukraine notamment, au moment où en fait il y a eu cette crise, tout au moins pour le cas que je connais au Pérou, en fait la guerre a provoqué une rareté en fait sur les intrants de synthèse. Donc, est-ce que ces moments de crise en fait ont été visibles? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que ça fait penser quelque chose de particulier aux producteurs ou est-ce que ça a absolument rien fait? Je pensais aussi là au cas de Toro Toro là, et de l'importance par exemple de la circulation du guano, hein, même pour dans des moments où en fait la circulation justement est limitée. Voilà, c'est une question générale. Oui, alors juste petite précision, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, les travaux de terrain, ils ont eu lieu là cette année, en gros entre mars et août, mais les dernières sont rentrées début septembre. Et moi, je vais faire comme mon voisin, je vais renvoyer vers la salle. Peut-être je vous laisse vous répondre sur ce que vous avez vu. Alors, il me semble le premier contexte, hein, qui était un peu évoqué là, c'est effectivement le renchérissement du prix des engrais, mais qui a dû en prendre encore un petit coup depuis le conflit en Ukraine. Bonjour, Thaïs, Jean-Baptiste à côté de moi, on était au Sénégal. Dans le cas du Sénégal, oui. Ça marche pas? Si? Ok. Donc dans le cas du Sénégal, c'est très très notable en effet l'effet du conflit en Ukraine puisque les prix ont explosé. Les prix de l'alimentation sont plus hauts qu'ils n'ont jamais été là cette année. Et les prix des intrants, on n'en parle même pas, ça a quasiment triplé. Donc l'État vient de réagir cette année en mettant un plafond qui correspond à peu près au niveau qu'il y avait, disons, vers 2020. Mais oui, au cours des 3 dernières années, ça a été de plus en plus compliqué pour les agriculteurs. Et donc, ils se tournent aussi de plus en plus vers un usage de la fumure organique qui était plus ponctuel avant, parce que on ne peut plus acheter d'engrais de toute façon. Oui, et côté Brésil, il y a des mesures aussi qui ont été prises, qui peut-être ne plaisent pas à tout le monde d'ailleurs, mais vous allez nous expliquer ça. Oui, donc Héloïse et voilà, Rachel, on était au Brésil. Donc nous, c'est un peu plutôt l'inverse qu'on a entendu parler, parce que les gens nous ont parlé de leur récolte 2022-2023, et il y a eu une politique forte pour faire baisser les prix de manière générale, sauf que ça a beaucoup impacté les agriculteurs, puisqu'au début de la récolte, enfin au début de l'installation des cultures en 2022, les engrais étaient élevés, les produits phyto étaient élevés, et à la récolte cette année en 2023, les prix étaient très bas. Donc en fait, nos agriculteurs dans la zone ont vendu à perte leur soja et leur maïs pour certains, ce qui fait qu'ils vont plutôt avoir tendance à revenir vers le tabac qui devient la culture la plus rentable. Et du coup, moi, je suis Marianne, j'étais en Bolivie. Et du coup, le cas de la Bolivie, c'est une culture de rente, enfin, c'est pour du citronnier. Et les intrants, c'était globalement du coup de la fumure organique qui venait d'ailleurs. Donc, on m'a mentionné que le prix de la fumure organique avait été un petit peu plus élevé à rapatrier sur du coup jusqu'à Toro Toro, mais l'un dans l'autre, comme la culture du citron rapporte beaucoup, ça n'a pas été tant impactant que ça sur les revenus des agriculteurs. Par contre, ce qui m'a été signalé, et du coup j'y pense parce qu'on a parlé du Covid juste avant, le gouvernement bolivien a donné une aide financière assez grande suite au Covid
pour du coup les problèmes économiques que ça pouvait avoir engendré. Et il y a énormément d'agriculteurs qui ont utilisé cette aide pour investir dans leur exploitation. Donc soit ils ont replanté de nouveaux petits citronniers, il y en a certains qui en ont profité pour moderniser, enfin technifier leur système d'irrigation. Donc il y a plusieurs personnes qui ont utilisé cette ressource. Donc finalement ça a été un peu pas un mal pour un bien, mais presque. Donc, Alain Piveteau, je suis. Vous allez voir que ça peut expliquer ma question ou mes remarques. Je suis économiste. J'en suis désolé. Au GEMDEV et à l'IRD. C'est une question presque transversale par rapport à ce qu'on entend ce matin. J'entends des choses en creux, en fait, mais peut-être que je me trompe et que c'est une forme de tropisme d'économiste là, qui me revient en pleine figure et vous allez tout de suite me remettre dans le droit chemin. Mais on a un modèle ou une variété de modèles agroécologistes qu'on arrive à penser dans des exercices notamment prospectifs par le bas, à l'échelle territoriale. On arrive à penser en gros un avenir, un futur désirable. On arrive beaucoup moins à penser les conditions de sa mise en œuvre et de son implantation, de son implémentation. Et tous les exemples qui nous ont été montrés ici ont tendance à mettre en lumière la possibilité accessible, en fait, l'accessibilité de pratiques agroécologiques plus vertueuses lorsque la réalité productive et sociale est celle d'une relative rupture avec les marchés, et notamment les marchés mondiaux. On a eu ces exemples dans des zones au Bangladesh, par exemple, peu connectées, si j'ai bien compris, au reste de l'économie et même aux institutions publiques. Et j'ai le sentiment que plus on est dans des réalités connectées au marché, donc gouvernées par les prix, et notamment les prix mondiaux, bah là, les exemples de transition agroécologique en route sont moins légion. En tout cas, on les voit pas. Et là, on voit à chaque fois une condition de possibilité ou d'impossibilité qui est liée au prix, quoi. Alors, on a déjà parlé, hein. C'est la remarque de Christophe aussi tout à l'heure qui va dans ce sens-là, en se demandant si finalement on n'oublie pas un peu trop cette réalité du marché qui s'impose à tout le monde. Et puis, enfin voilà, je trouve que ça saute à la figure, mais peut-être que c'est encore une fois mon tropisme économique ou d'économiste. Et je voulais savoir si, alors les analyses économiques, vous les avez pas encore, j'ai bien compris, hein, faites. Donc peut-être ça changera au fur et à mesure, mais la question s'adresse à tout le monde finalement. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on a des exemples là, dans tout ce qui a été donné, de projets, de programmes, d'actions agroécologiques intégrés au marché et qui sont en phase de transition, enfin qui incarnent une transition écologique dans tout son ensemble. La question sous-jacente, c'est est-ce que rechercher une transition écologique, et je la qualifie même pas de juste, hein, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, par l'agroécologie, c'est pas finalement une impasse. La question est provocatrice, hein, j'en ai conscience, mais je trouve que les exemples que vous donnez, voilà, on bute toujours sur la réalité de ce qu'est aujourd'hui la production agricole. C'est-à-dire, on peut retrouver dans des modèles anciens ou des pratiques anciennes qui semblent avoir disparu, là, dans les cas qui sont donnés, des exemples vertueux de pratiques agroécologiques, mais dans la réalité, elles semblent encore très, très éloignées, quoi. Alors, je pense qu'il y a un effet prix relatif, ça c'est clair, hein, que voilà, il y a peut-être certains produits phytosanitaires qui sont pas encore assez chers aujourd'hui, le glyphosate en tête, voilà, et que s'il l'était davantage, on en utiliserait moins, hein, et là je dis on, c'est la terre entière, hein, c'est pas que les terrains où on a travaillé. Ça joue aussi sur l'arbitrage entre engrais de synthèse et fumeurs organiques, mais dans la limite des disponibilités en fumeurs organiques qu'on peut avoir. Et c'est clair qu'il peut y avoir des effets de basculement, mais en acceptant peut-être de consacrer une partie de sa surface plutôt à des productions fourragères pour renforcer la production de fumures organiques et être moins dépendant des intrants de synthèse. Alors après, ça pose aussi, moi je dissocierais un peu engrais de synthèse et produits phytosanitaires. Les
l'impact sur le milieu est quand même pas exactement le même, y compris en termes de santé publique. Et donc, ça veut dire, quand on parle d'agroécologie, est-ce que ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait zéro intrant de synthèse ou pas? Voilà, peut-être qu'en fait, on peut s'autoriser à en utiliser un peu, combiné à de la fumure organique, hein, pour préserver le taux de matière organique des sols. Mais je veux dire, si c'est ça qui permet de dégager un peu de surplus commercialisable ou d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la famille ou de pouvoir nourrir des animaux qui eux-mêmes, derrière, vont permettre d'accroître la production de fumure organique. Bon, je pense que là-dessus, voilà, la tendance pourrait être en termes de diffusion, hein, à dire il faut qu'il n'y en ait absolument pas. Bon, moi, pour travailler en France, hein, avec des producteurs qui sont engagés dans voilà, des changements de pratiques profonds, parce qu'on est allé assez loin en France, hein, là-dessus. Certains sont allés jusqu'au bio, mais pas forcément tous, en fait. Et bon, de mettre 20, 30, 40 unités sur ces céréales, si à côté de ça, c'est pratiquement tout ce qu'on utilise, c'est peut-être pas très grave. Voilà. La question sur les produits phyto, je pense elle est différente. Parce que voilà, derrière, il y a des enjeux quand même alors déjà de biodiversité à l'échelle de l'écosystème dans son ensemble, hein. Peut-être même avant ça de santé humaine, hein. Et que là, dans un certain nombre de situations, on se trouve un peu face à des impasses en la matière, ou qui supposent sinon de repenser vraiment les rotations en profondeur. Ça ne veut pas dire que c'est impossible du tout. Mais ça veut dire qu'il faut accepter de rediversifier les choses. Et ça renvoie. Alors là aussi, je suis désolée, je m'appuie sur des exemples vus en France, mais en région de grande culture, où du coup, souvent c'est assez spécialisé autour d'un petit nombre de productions. Les gens qui ont réussi à réduire de façon drastique, hein, et là je parle d'un facteur 4 à 5, hein, les fréquences de traitement sur les cultures, c'est quand même en jouant cette carte de la diversité. Voilà. Et là, bon, j'attends qu'on regarde, qu'on décortique tranquillement les itinéraires techniques des uns et des autres, parce qu'il y a d'un côté les herbicides qui souvent sont une source d'allègement de la charge de travail importante, hein, en particulier dans les agricultures manuelles, où sinon c'est tout à la main et ça prend énormément de temps. Donc ça, voilà, il faut aussi se rendre à l'évidence, hein, ça soulage de façon importante les producteurs agricoles, mais surtout ce qui est fongicides et insecticides, et où là ça contribue à jouer de façon importante sur la biodiversité, sur la présence ou pas d'auxiliaires, sur la capacité d'avoir des champignons dans le sol qui assurent la décomposition de la matière organique. Enfin voilà, on joue vraiment sur des cycles très importants. Jouer là-dessus, ça passe quand même beaucoup par une rediversification si jamais il y a eu spécialisation poussée. Et ça sera intéressant de voir là comment ont évolué les itinéraires techniques, notamment en matière de phyto, hein. Et quand les agriculteurs ont un peu plus de latitude, je pense au cas brésilien, moi, que je trouve très, très intéressant, très marquant, un peu plus de latitude. Est-ce qu'ils en emploient autant? Est-ce qu'ils en emploient moins? Est-ce qu'il y a une marche possible, voilà, pour s'engager là-dedans? C'est pas vraiment là-dessus que part la recherche autour du tabac, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Voilà. Yo no he hecho el estudio, pero conozco algo Toro Toro, ¿no? Y bueno, yo creo que este tema que ha levantado un poco de expectativa, ¿por qué usar fertilizantes químicos? ¿Por qué no usar, etcétera? Tiene mucho que ver con el tamaño de la tenencia de la tierra, ¿no? Hay unidades productivas que manejan 3 hectáreas y en Toro Toro pueden considerarse las más afortunadas, y hay unidades productivas que manejan media hectárea. Entonces, por supuesto, las unidades que manejan media hectárea están orientadas casi 100% al autoconsumo y son más diversificadas, porque la diversificación es una estrategia no solo de subsistencia, sino de un manejo más, no necesariamente agroecológico, pero más orientado a la agricultura campesina. En cambio, las unidades que tienen 2 a 3 hectáreas viven entre lo comercial y el autoconsumo. Yo creo que eso es bien importante. Y hay una relación, no sé si es directa o inversamente proporcional, de venta de fuerza y de trabajo, ¿no?
Las unidades que menos producen diversificado tienen venta de fuerza de trabajo mayores que las unidades que son de subsistencia. Entonces son varios factores que hay que cruzar todavía en el estudio para aseverar por qué se usa o si deja de ser agroecológico o no. Por supuesto que la necesidad de cumplir y de producir para el mercado, en el caso del limón y la papaya, que está más en unidades que tienen más de 2 hectáreas, ha necesitado usar fertilizantes químicos, ¿no? O en casos a comprar fertilizantes orgánicos o guano de otras regiones que sí producen. Unidades de 2 hectáreas no pueden tener ganado, entonces tienen que comprar de áreas donde se produce ganado, eso es lógico, o sea, porque si tienen ganado, ¿dónde van a criar? No hay pasto suficiente, son tierras muy áridas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso para nosotros como CIPCA, este estudio es importante para ayudarnos a cruzar la información con lo que tenemos en términos de estudio de ingresos familiares anuales, en el que clasificamos las unidades en torno a los ingresos y podemos describir en cada una de las unidades cuánto de materia, cuánto de insumos externos ingresa. Nosotros tenemos una clasificación muy hecha con experiencia más de campo en términos de la transición ecológica o de la consolidación de la propuesta agroecológica, le llamamos. Entonces, a mayor diversificación, más consolidación, lo cual no implica más autosostenibilidad. O sea, son unidades más pobres, más diversificadas, más agroecológicas, pero que requieren más de la venta de fuerza de trabajo para complementar sus ingresos, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser importante cruzar estos datos, que es nuestro interés del estudio, no tanto que se haga la tesis, sino interpretar esas trayectorias de por qué hay unidades más consolidadas frente al mercado y hay otras más consolidadas frente a todo lo que es la agroecología y sus principios. Y cuáles han sido, digamos, no solo las relaciones de poder, sino las historias de estas unidades productivas, que incluso tiene que ver mucho con la edad de las familias. Las familias con mayor edad son las que más manejo agroecológico tienen. Las familias más jóvenes son las que están más conectadas al mercado y su manejo agroecológico es menor, lo cual no implica que son extremos. Como esta mañana decía, no es blanco y negro, ¿no? Todas tienen su parcela diversificada en pequeña escala para el autoconsumo. Si je peux intervenir, je sais pas si on m'entend. Je crois qu'il y a peut-être Samir qui essaie de Ah, mais je sais pas si parler. Oui, vous ça y est. m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, ok. Oui, enfin pour faire, enfin, je reprends un peu le dilemme là que posait Alain, tout en remerciant Pamela aussi de répondre en partie aussi et en complément de ce que disait Nadège, c'est-à-dire que c'est vrai que ce qui a été présenté là pour les 3 terrains, c'est peut-être des processus de spécialisation et un mouvement quand même d'intensification en intrant de l'agriculture dans ces 3 régions, mais que derrière ce mouvement un peu général se cache une diversité de trajectoires. Et donc, voilà, en fonction alors on a présenté des typologies, mais c'est encore un petit peu embryonnaire et c'est difficile d'aller plus loin parce qu'on n'a pas effectivement, voilà, tous les résultats chiffrés. Mais c'est vrai que on aura probablement des surprises lorsqu'on comparera ces résultats et déjà dans le degré d'efficience de l'utilisation de ces ressources que font les différents types d'exploitation. Pour le cas de Toro Toro, moi je pense que ça pourrait être intéressant de voir, par exemple, comment est utilisée la goutte d'eau ou le mètre cube d'eau par ces agricultures alors que c'est une ressource rare. Mais voilà, j'ai l'impression, et si on sort même de ces 3 terrains, qu'on a tendance souvent, lorsqu'on voit un mouvement de spécialisation, un mouvement d'intensification en intrant de l'agriculture, à dire, bon, il n'y a plus grand-chose à faire parce que c'est le marché qui est en train de fonctionner. Mais on a souvent des surprises assez importantes
lorsqu'on regarde de près et qu'on compare des exploitations qui sont toutes placées dans ce même mouvement, mais qui ont eu des évolutions dans leurs pratiques qui peuvent être ou relever plus ou moins de l'agroécologie. Voilà. Et juste peut-être en complément, hein, cette catégorie d'agriculture familiale qui pratique encore la polyculture, polyélevage, voilà, de façon assez diversifiée au Brésil, c'est des agriculteurs qui achètent des engrais de synthèse, qui utilisent quand même des produits phytosanitaires. Mais je pense, ça, on attend les calculs, mais le potentiel de création de valeur ajoutée, toute production confondue, ramené en moyenne par hectare sur ce type d'exploitation-là, est probablement loin d'être négligeable. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit supérieur à ce qui se joue sur le soja. Pour avoir travaillé sur d'autres terrains au Brésil, c'était très clairement le cas. Et pourtant, en ayant David contre Goliath en termes de capital disponible. Voilà. Donc là, pour le moment, on n'a pas ces éléments-là. Mais jouer la carte de la complémentarité et de la diversité, ça peut être extrêmement créateur de valeur ajoutée. Tu nous laisses encore un peu de temps ou ça a été... ouais. Non, mais on est sous contrôle, hein. Non, moi une question. Alors je sais pas si c'est rentré dans la grille d'observation que vous avez appliquée sur les différents terrains. Mais par contre, ça m'intéresserait de savoir si vous avez eu des observations à la fois dans le dialogue avec les collègues du programme et puis un peu par rapport à ce que vous avez pu observer sur les approches collectives en lien avec certains leviers de la transition agroécologique que vous mettez en avant ou que vous développez. Euh, Bon, sur la fumure, par exemple, bon, ça c'est lié à l'exploitation et à ce que vous expliquez, ce que vous analysez, mais bon, dans des dynamiques d'accompagnement, je pense au Fouta de Jalon, voilà, il y a une forte incitation de la fédération à renforcer ses pratiques au niveau des agriculteurs, voilà, par le système d'encadrement, d'approvisionnement, et il y a une espèce de marché sur tant de fumure pour tant d'intrants, de semences, etc. Sur la gestion en eau, là, je sais pas, peut-être que si c'est des citernes et des dispositifs purement au niveau des exploitations ou s'il y a une réflexion sur ou quelque chose au niveau collectif autour de la gestion de cette ressource en eau ou pas. Vous parliez des pressions parasitaires, notamment sur le maraîchage dans différents contextes. Bon, de ce que j'ai cru comprendre, sans être très spécialiste, mais il y a des dispositifs, notamment sur les piégeages de phéromones par phéromones ou autres, qui doivent être construits dans des dynamiques collectives. Ça ne peut pas rester au niveau d'une parcelle ou d'un agriculteur. Voilà, donc il y a une série de réflexions comme ça, et je ne sais pas jusqu'où vous avez un peu un regard là-dessus. Pardon. Je vous remercie. C'est juste deux questions rapides. En fait, quand ils disent qu'au Sénégal, il y a eu une crise sur notamment une augmentation très forte des produits alimentaires, juste pour vous donner une idée, le kilogramme de lait est passé de 2500 en 2021 à 5000 francs en 2023, avec un passage à 4000 en 2022. Mais le plus important pour nous, c'est que le kilogramme du mil, qui est la base de l'alimentation dans beaucoup de familles, est passé de 350 à 650. Il s'est stabilisé en 2023. Il y a un mois, il était à 550 francs. Ce qui se passe aussi, je ne sais pas s'ils l'ont observé, et ça a une incidence sur l'accès à la fumure, c'est que dans beaucoup de ménages dans le monde rural, pour faire face à ces chocs-là, ils font deux choses en général. Soit les enfants partent en ville avec les dames travailler, ou bien on achète ce qu'on appelle des motos Jakarta, et les enfants, les garçons vendent dans les villes, Kaolack, Thiès, Dakar, Touba, les grandes villes pour faire du transport. Mais malheureusement, la troisième option, c'est qu'une bonne partie des chevaux se retrouvent dans les villes avec les charrettes pour faire du transport. Et donc, une partie de la fumure qui devait se retrouver dans les périmètres est accumulée dans les centres urbains. Et cette partie, notamment de fertilisants, est perdue malheureusement pour l'agriculture. Si vous venez à Dakar aujourd'hui, c'est frappant, vous verrez des milliers de charrettes, y compris parfois sur l'autoroute.
en violation de toutes les règles. Parce qu'ils se disent, si je reste dans mon village, avec la crise de la production, je n'aurai pas assez de revenus. Si je viens à Dakar, avec le transport des marchandises au niveau des marchés, chaque jour, ils peuvent nourrir l'animal. Ils passent la nuit dehors avec les chevaux. Les chevaux sont parqués dans les... Et ils rapportent, ils envoient de l'argent au village. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le mil consommé dans beaucoup de villages est plus acheté dans les villes et renvoyé dans les villages que l'effet contraire. Il y a quelques années, on allait s'approvisionner dans les... Mais aujourd'hui, dans beaucoup de zones du Sénégal, le riz qui est mangé dans les villages est acheté à Dakar, à Kaolack et principalement à Touba. Parce qu'il y a ceux qui les achètent, les stockent et attendent les moments où ils peuvent faire monter les prix. Donc, ils l'achètent peut-être à 125 à la récolte, 150. Après, ils le vendent à 500, 600 francs. Donc, voilà aussi les difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs. Et donc, cette partie de leurs ressources utilisées pour acheter ce mil-là et le riz impacte aussi leur capacité à investir dans leur système de production, notamment en termes d'équipement et de fertilisants. Est-ce que vous répondez en premier ou on passe à la question de Jean-Baptiste Meyer? On fait une série? Jean-Baptiste Meyer, vous pouvez parler. Avec le micro. Oui, la question est un petit peu différente et peut-être elle renvoie à les séquences historiques que vous avez très bien décrites et qui étaient passionnantes, les années 60-70, puis 70-80, et puis jusqu'à 2010. Et je voulais savoir si vous avez noté des rendements globalement décroissants et une relation directe ou moins directe avec le changement climatique global, la diminution des ressources en eau, des choses comme ça, et comment réagissent les acteurs, que ce soit des experts ou bien des paysans, hein, à ces phénomènes climatiques globaux. Alors sur la question là des collectifs, moi je parlerai que pour Sénégal et Brésil, mais je parle sous l'autorité des étudiants qui compléteront à loisir et Samir bien sûr pour la Bolivie, hein. Alors au Sénégal, il me semble que il y a un collectif qui existe autour de ce petit périmètre maraîcher. Il y a eu un travail conduit aussi dans une autre communauté où là il y a un grenier par exemple pour stocker, qui permet de stocker des céréales et d'éviter de les vendre à bas prix. Enfin voilà, qui incite les agriculteurs parce qu'ils sont là à essayer de trouver d'autres sources de revenus s'il y a besoin d'un peu de trésorerie qu'en vendant son mil. Mais ce qui a trait à l'agroécologie, j'ai l'impression que c'est très récent. Donc, ça se joue bien autour de groupes d'agriculteurs, hein, mais il n'y a pas encore des dispositifs très poussés, voilà, me semble-t-il. Et c'est vrai hein, que pour se lancer dans des changements un peu en profondeur, on ne peut pas faire ça totalement isolément dans son coin. Surtout si voilà, s'il y a des développements, alors je pense que pour le citronnier, ça doit être encore plus fort, voilà. Mais c'est évident que c'est compliqué de se lancer là-dedans tout seul. Alors au Brésil, la SPTA, moi j'ai l'impression que les activités qui sont conduites, elles sont toujours pensées dans un esprit collectif. Alors après, voilà, en arrivant à rassembler plus ou moins de monde, hein, mais assez axé sur les femmes, hein. Et avec l'idée de jouer, alors à la fois il y a un petit peu des tests qui sont faits autour du tabac. Voilà, pour le moment les résultats sont, je sais pas s'ils sont déjà disponibles ou pas, ça vous nous direz, mais il y a des tentatives un peu là-dessus. Ce qui est beaucoup mis en avant, c'est de travailler sur la biodiversité cultivée, donc avec des activités autour de la préservation des semences fermières, en particulier sur le maïs, sur le haricot, hein. Donc des tentatives pour accroître la biodiversité cultivée pour les producteurs voilà, qui ont encore une part non négligeable de maïs et de haricots.
Et puis, par exemple, l'ensileuse, c'est forcément quelque chose qui est utilisé de façon collective, hein, et donc ça participe bien aussi de ces processus-là. Voilà. Donc, il me semble alors des expériences vues, hein, ça se joue toujours de cette façon-là. En Bolivie, entre l'irrigation et les expériences peut-être sur les itinéraires techniques du citron. Oui, alors je disais tout à l'heure, bon, ça sera pareil sous le contrôle de Marianne, mais il y a des situations assez contrastées. On a plutôt voilà, un réseau déjà collectif qui est hérité, y compris depuis la période des Haciendas, c'est-à-dire que les bénéficiaires de la réforme agraire ont pu profiter d'un réseau qui existait déjà, mais qui par contre s'est développé très fortement avec le développement de la culture de citron du fait des besoins en eau de cette culture. Et avec, alors ça pareil, hein, sous le contrôle de Marianne, mais des financements qui sont arrivés de l'extérieur, notamment depuis 2005 avec l'arrivée d'Evo Morales, qui a quand même permis de drainer pas mal de ressources pour voilà, des infrastructures à la fois routières, mais aussi d'irrigation. Il y a néanmoins des grandes différences au final dans l'accès à l'irrigation, même s'il y a des instances pour gérer ces infrastructures et distribuer des droits d'eau, parce qu'on a des droits d'eau quand même qui sont inégaux entre les exploitants et des exploitants plus voilà qui se situent de manière plus ou moins avantageuse au sein du réseau collectif. Et il y a aussi des différences qui peuvent exister entre communautés, chacune gérant son réseau collectif de son côté. Mais bon, je rentrerai pas dans les détails, mais pour des raisons historiques, une inégalité dans l'accès à ces droits d'eau beaucoup plus marquée dans certaines communautés par rapport à d'autres, y compris avec un marché un peu informel des tours d'eau qui se met en place. Donc, c'est vrai que c'est la course à la culture de citron qui fait que, voilà, dès qu'on récupère des droits d'eau, c'est surtout pour faire du citron. Et quand on n'en a pas suffisamment, eh ben, ce qui reste en surface, on fait des cultures un peu mieux calées sur la saison des pluies. Et que, malgré ce réseau collectif, il y a quand même une tendance à, voilà, tirer individuellement parti le mieux possible de cet accès à l'eau d'irrigation. Alors, peut-être, sur le collectif aussi, il y a quand même cette initiative qui est locale et soutenue par le CIPCA, qui consiste aussi à mieux valoriser la production fruitière de l'étage du bas, et y compris avec d'autres fruits, et qui donc irait aussi dans le sens d'accroître la biodiversité agricole, diminuer les risques et aller dans le sens un peu à rebours de cette spécialisation un petit peu accélérée vers les citrons. Alors la question spécifique Sénégal, donc migration vers les villes, oui, peut-être. Je pense si elle a eu lieu, et là c'est en référence à d'autres terrains du bassin arachidier, hein, à mon avis saisonnière, parce que ces chevaux ils servent aussi pour la traction attelée, et donc il est quand même pas question de condamner le cycle cultural. Mais bon, vous nous direz vous ce que vous en avez vu. Mais moi qui me rappelle des choses vues enfin entendues, relatées de ce qui s'était passé pendant la crise climatique des années 70-80, hein, et où effectivement une partie de la famille partait en ville avec les animaux de traction pour participer à de l'économie informelle, parce que c'était plus possible de vivre au village, quoi. Voilà, donc je laisse peut-être les premiers concernés nous préciser ça dans la région, hein, parce que Pour ce qui est de la zone où on était au Sénégal, je pense qu'on était assez loin de Kaolack pour qu'il n'y ait pas cette polarisation de chevaux qui iraient directement dans la ville de Kaolack pour faire charretier. Donc nous, si on avait des chevaux qui servaient pour tirer des charrettes, c'est qu'ils y allaient à l'année en fait. Ils allaient aller toute l'année
dans une ville, mais c'est pas forcément les mêmes qui vont servir dans les champs. Et sinon, on pouvait avoir, comme a dit Nadège, peut-être en saison sèche, c'est vrai, certains chevaux qui pouvaient servir sur les marchés, non? On n'a pas eu ça. Mais c'était pas quelque chose dont on a beaucoup entendu parler. Ça a pas l'air d'être un phénomène très présent dans notre zone. Euh, et pour ce qui est de l'emploi de Jakarta, ça, il est clair que la plupart des familles qu'on a rencontrées avaient au moins un actif qui avait un travail extra-agricole. En saison sèche pour les familles les plus aisées, parfois toute l'année. On a même vu des cas de gens qui reviennent que 2 semaines par an pour faire les semences et qui tout le reste de l'année partent même jusqu'au Mali pour travailler. Donc voilà, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Du coup, Moi, Voilà, je veux oui, oui, bien donc, juste, oui, peut-être s'il y a un petit peu de temps, juste pour complémenter sur la Bolivie. Parce que du coup, il y avait une question est-ce que les agriculteurs avaient vu des impacts des évolutions du rendement avec le manque d'eau et le changement climatique? Et en fait, c'est globalement une des raisons principales des migrations qui ont été observées. Parce que du coup, la zone des citronniers avec l'irrigation, c'est quand même assez local à Toro Toro. Et donc, il y a énormément de personnes qui, suite à un épisode de sécheresse dans les années 80 ou à d'autres moments, en fait, avaient des très faibles rendements. Et c'est ce qui se passe aussi sur la zone plus haute. Les rendements sont en forte baisse. Et du coup, la zone du bas qui dispose de cette irrigation est très attractive. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui s'y installent. Et ça a un petit peu un lien avec la question sur les collectivités. Parce que en Bolivie, du coup, c'est structuré par communauté, le mode de vie. Sauf que du coup, ce qui se passe, c'est que les communautés de cette zone où il y a les citronniers sont pas vraiment des communautés historiques, c'est des communautés qui se sont reformées petit à petit. Et du coup, avec une orientation plus vers le marché, du coup, il n'y a pas autant d'unités que dans d'autres communautés qui sont plus isolées. Ce qui fait que les gens ont plus de mal à partager leurs méthodes de travail et leurs solutions agroécologiques. Et du coup, je pense que là, le CIPCA est en train de se réimplanter sur cette zone en particulier et du coup, à recommencer à construire des ateliers pour réanimer le débat de nouveau. Et du coup, je pense que c'est une dynamique qui va recommencer, mais qui était un petit peu en pause. Les gens ne voulaient pas trop parler de leurs méthodes de culture et de leurs itinéraires techniques. du coup, je dis quelques mots pour finir, comme le temps passe, je sais pas. Un dernier point, je pense sur le rendement et le lien avec le changement climatique, il faut être prudent entre ce qui relève d'une lame de fond et d'une tendance de long terme d'érosion des rendements, qui je pense est marquée par exemple au Brésil, malgré le fait qu'il y a le soutien des intrants de synthèse, pour arriver à isoler ce qui relève strictement du changement climatique. Parce que parfois, le changement climatique, il a bon dos. Et en fait, c'est voilà, le gros des soucis vient d'un autre champ que celui-là. Et c'est vrai que ce sera intéressant d'essayer de faire la part des choses et de voir comment est-ce que ce changement climatique-là se manifeste sur les différents terrains. Le terrain sénégalais, la situation était bien pire dans les années 70-80 par rapport à aujourd'hui, même si c'est pas la zone qui a été la plus marquée. Il y a plutôt une reprise de la pluviométrie. En revanche, il y a peut-être des aléas qui sont croissants et qui posent des problèmes, et c'est peut-être au moins autant cette question des aléas plus importants que d'une péjoration de fond au plan climatique qui affecte les producteurs et sur laquelle il faudra se pencher aussi dans les travaux. Ouais. Ouais, il s'agit pas de conclure ou quoi, mais je voulais quand même partager moi le ressenti que j'ai. Et comme Alain, je ne suis pas agronome, je suis aussi économiste, et voilà. Et je trouve que quand même la trajectoire qui a été faite, je suis pas agroéconomiste. Et je trouve que la trajectoire qui est faite, mais c'est toujours je pense qu'on est tous collectivement quand même un peu enfermés aussi, quoi. Les verrous qui ont été signalés, la trajectoire qui a été faite, c'est des verrous technico-économiques, quoi, tout le temps, qui sont exprimés là. Alors, quelques verrous sur l'accès aux ressources, d'accord, mais c'est surtout, voilà. Et ce mouvement de spécialisation, je trouve que c'est un bon exemple. Enfin, c'est très, très bien décortiqué, quoi, la façon dont
s'enferment vers des solutions qui sont nécessairement des solutions de défense, de réaction à voilà, avec les indicateurs qui ont été cités 12 000 fois, qui sont toujours les mêmes indicateurs, les rendements, la pression des ravageurs, le marché, le prix, et c'est toujours ça qui nous guide, quoi. Enfin, je veux dire, sur le raisonnement. Et je pense que c'est interrogeant, quoi, sur le chose, parce que quand on dit, voilà, la réponse, elle est évidente, quand il y a des crises, c'est la pluriactivité qui règle les problèmes, c'est la famille qui va se déplacer, voilà, c'est la structure de l'agriculture familiale qui tamponne aussi les choses, qui tamponne autant que les aléas climatiques ou que les aléas de marché. Enfin, je dirais que du coup, je trouve qu'on est quand même un peu enfermé, nous, dans ces logiques technico-économiques agricoles. Voilà. Et du coup, les fameux niveaux là de Glissman, je pense que là, dans le débat, dans la discussion, on est resté aux deux premiers niveaux. Soit on essaye de réduire le niveau d'intrants, soit on essaye éventuellement de substituer avec un peu de diversité, quoi. Mais on pense pas enfin, on est encore très verrouillé, et je pense que c'est normal. Enfin, les agriculteurs sont endettés, ont peu de marge de manœuvre, les marchés sont très fermés, et le citron, il n'y a pas que des agriculteurs qui décident de faire des citrons, il y a des filières organisées qui invitent aussi à produire des citrons, et des marchés qui tirent pour que ce soit une spécialisation dont on ne puisse pas sortir, ou dont on ne puisse sortir qu'avec des coûts importants. Donc du coup, si on veut déverrouiller à ce niveau-là, on voit bien que c'est pas au niveau des systèmes agricoles, on voit bien que c'est au niveau des marchés internationaux, on voit bien que c'est au niveau voilà. Donc du coup, je j'ai pas de réponse, hein, mais c'est juste inviter peut-être à raisonner à ces niveaux-là pour voir quelles sont les marges de manœuvre qu'il pourrait y avoir à ces niveaux-là pour se sortir de cette logique-là, quoi. Enfin voilà. Et si les marchés sont pas capables de piloter vers des systèmes qui soient plus vertueux, parce que là, ce qu'on voit, c'est que quand même enfin, c'était emblématique, quoi. On arrête l'élevage parce qu'on fait du citron, parce que c'est pas compatible avec le truc. Et on va même jusqu'à transporter de la fumure organique sur la région parce qu'il faut continuer à faire du citron. Ce qui est quand même d'un point de vue de la rentabilité à terme, pas à terme sur l'année ou sur les 2 ans ou sur les 5 ans, mais sur les 20 ans, ce qui est juste intenable, on le sait. Enfin, voilà, même les gestions de l'eau, ça peut pas durer comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça invite à raisonner autrement, et les leviers sont voilà, je trouve que là, on est aussi, on trouve naturel, en fait, cette évolution vers concentration des moyens de production, voilà. Mais qui est lié quand même, cet agrandissement, spécialisation, qui est quand même lié aussi à des transformations structurelles économiques qui sont assez particulières, quoi. Et si le Sénégal ne s'industrialise pas et qu'il n'y a pas plus d'emplois possibles en dehors, on va pas pouvoir non plus. Donc, voilà, tous ces modèles, enfin, cette question, cette dimension plus globale pour déverrouiller la façon dont on est enfermé dans des systèmes qui, même s'ils se raffinent, s'ils deviennent plus agronomiques, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont buter quand même sur des problématiques. Voilà, ça me semble, voilà. Et autre chose, et je voudrais finir là-dessus, parce que du coup, on dit tout le temps sur la radicalité des politiques publiques qui pourraient venir. Là, quand même, quoi. En Europe, là, on a décidé de se passer de la voiture on a dit, on arrête 2030 ou 2040, je sais plus, plus de voitures, ou de 50, plus de voitures diesel, hein, terminé. C'est pourtant, c'est la technique. Pour l'instant, ça va. On pense en plus, grâce au Sénégal, on va avoir en plus des réserves de pétrole plus longues. On pourrait continuer. Enfin, je veux dire, pourquoi là, on fait un choix en disant, à partir de, nous à Montpellier, là, à partir de temps, ta voiture critère 3, là, elle rentre plus dans Montpellier. Pourquoi est-ce que là, on peut imposer ça, on peut imposer cette transition rapide, et là, les politiques publiques s'alignent. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose en agriculture? Un collègue donnait l'exemple, voilà, ta tomate, si elle a trop de produits phyto, elle rentre pas dans Montpellier, terminé, quoi. Voilà. Et donc, du coup, d'avoir des politiques publiques qui soient vraiment plus radicales et des leviers qui soient beaucoup plus forts. Ça renvoie à des leviers, à des problèmes de verrouillage qui sont autres. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je trouve que collectivement, sur les questions de transition agroécologique, on s'interdit des transformations trop fortes, on s'interdit parce que on reste verrouillé, quoi, dans un système qui empêche ça. Et je pense que là, il faut continuer à raffiner les itinéraires techniques pour qu'ils soient plus soutenables dans les années qui viennent, etc. Mais je pense que ces histoires de niveau, il faut vraiment s'y intéresser à un peu plus profondément, quoi, qu'il faut vraiment essayer de regarder quels sont les leviers. Là, la politique publique, elle arrive très tard, mais je pense que là, c'est peut-être que dire, il y a des politiques publiques derrière la spécialisation dans le citron. Il y a des politiques publiques derrière le maintien de la filière arachide au Sénégal.
il y a vraiment des forces publiques et des forces politiques et des forces sociales qui sont derrière pour que ce système-là soit maintenu. Pourquoi ne pas travailler aussi à déverrouiller ces questions-là et arriver plus haut? Et c'est plus optimiste, en fait, je trouve que, enfin, moi j'ai envie d'être optimiste là-dessus, parce que du coup, si on arrive à le faire dans certaines filières, dans certaines configurations qui nous semblaient très verrouillées il y a quelques années et qui arrivent à se déverrouiller, ben, je pense qu'on peut essayer d'espérer que, voilà. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'on arrive trop embuté des contraintes du modèle tel qu'il est aujourd'hui pour que ce soit vraiment complètement irréversible, quoi. Mais il me semble qu'il y avait des choses comme ça. Voilà. Et dernier plaidoyer quand même sur je pense aussi que la question de l'agriculture familiale aussi, et je trouve que là il y a on a un débat aussi sur les structures qui est quand même qu'il faudrait revenir parce que du coup on parlait beaucoup de structures à une époque et puis maintenant l'agroécologie est venue et l'agroécologie a effacé un peu le raisonnement sur les structures, je trouve, et que du coup à la FAO on a parlé d'agroécologie, on a un peu mis et c'était pas les mêmes qui parlaient d'agriculture familiale et qui parlaient d'agroécologie, c'est pas les mêmes qui parlent de l'agriculture numérique qui parlent de voilà, et je trouve que là il y a aussi voilà, il y a retrouvé aussi les leviers, et les leviers, ils sont beaucoup, à mon avis, dans des politiques publiques plus affirmées, mais aussi dans la recherche de structures agricoles qui soient, et vous l'avez dit, enfin, vous le voyez très bien dans les trucs, vous dites des structures familiales plus souples, plus adaptées, sont plus à même quand même, quoi, d'adopter, et avec, en plus, s'ils mettent des systèmes diversifiés, avec des résultats qui peuvent être meilleurs que les autres. Voilà, donc j'étais juste des éléments je trouvais que c'était un peu plombant cette journée quand même sur les, sur l'agroécologie. Et je voulais un peu mettre un peu d'optimisme, et dire il y a quand même des leviers qui existent, qui sont pas évidents, mais qui peuvent exister, quoi. Voilà. On peut être pessimiste dans le constat et optimiste dans l'action. Oui. François l'était pas. François l'était pas. Certes. Ouais. On va arrêter, il va être 18h30 là. Juste 2 minutes, Pamela. Tout. Juste 2 minutes. Hein. Bueno, tratando de ser optimista también. Yo pienso que sí, sí hay algunos avances, ¿no? En el caso de Toro Toro, por ejemplo, 20 años de impulsar alcalde campesino, alcaldesas campesinos, concejales, y seguramente Marian vio que toda la estructura de gobierno a nivel local son campesinos. Eso ha permitido que si bien antes las represas, los atajados de agua, todo el sistema de riego, en obras lo hacían las ONGs, entre ellas CIPCA, hoy las alcaldías lo financian o el gobierno municipal lo exige a los programas de gobierno nacional. Entonces creo que son buenas noticias, ¿no? Entre otras cosas que pueden parecer declarativas, también son la adscripción de algunos gobiernos locales a lo que es la agroecología. Puede ser declarativo, digo, porque se adscriben como municipio agroecológico y entre las cosas más concretas fomentan ferias de producción agroecológica, fomentan intercambio de semillas o ferias de intercambio y también pueden fomentar en el tiempo de COVID el trueque, algo que estaba ya perdido en las comunidades. Se ha visto como una opción de que haya un intercambio para que las familias que no producen tan diversificado o no tenían seguridad alimentaria en tiempos de COVID puedan acceder a alimentos baratos, de intercambio, etc. Entonces pueden ser cosas declarativas, pero yo creo que son pequeños avances en la política pública. Por supuesto se llega en lo local, ¿no? Ya con lo regional y nacional te tropiezas con políticas grandes que promueven todo lo contrario. On va clôturer la journée. Oui. Merci Nadège, merci Jean-Michel, merci Samir à distance. Bon courage, porte-toi bien. Donc nous remercions donc tous les intervenants pour leur venue. Merci à tous les participants en présentiel et en visio pour ces débats riches. Vous retrouverez les vidéos et puis les PowerPoint qui ont été présentés sur ces 3 ateliers sur le site dans
dans les prochains jours sur le site du GEMDEV, bien sûr. Je suppose sur le site également du Secours catholique Caritas France. Voilà, et ben, je vous souhaite un bon retour. Merci aussi pour la transition. Alors là, pour le coup, pas écologique, mais la transition technologique et interprète linguistique qui a été réalisée par les équipes. Merci pour cette journée.